Bonsoir à tous. Merci d'être ici pour l'atelier Indo-Pacifique enjeu pour la France et l'Europe. Donc, on va avec Monsieur Courmont vous essayer de vous présenter un peu l'Indo-Pacifique et toutes ces stratégies, toutes ces nuances, etc., que ce soit géographique ou géopolitique et encore géostratégique. Merci Louise-Marie. Je ne me présente plus puisque je suis intervenu tout à l'heure en bas. Merci effectivement de nous rejoindre pour ce petit atelier sur l'Indo-Pacifique. En fait, je précise que l'objectif va être de répondre à certaines de vos interrogations ou peut-être aussi parfois des idées reçues sur ce concept, sur cette idée. Donc, on est là pour débroussailler un petit peu quelque chose qui d'ailleurs n'est pas encore très clair dans l'esprit de nos chers dirigeants, ici en France comme ailleurs. Et on a à ce titre disposé sur les tables devant vous donc un certain nombre de documents, notamment ces cartes qui vont vous permettre de comparer les différentes visions, les différentes conceptions de l'Indo-Pacifique. On va y revenir puisque nous allons aussi projeter cette carte ici sur l'écran. Et puis, vous avez également ce champ libre pour pouvoir peut-être vous-même exprimer un certain nombre de ressentis que vous avez par rapport à cela. Qu'est-ce que c'est que l'Indo-Pacifique? C'est récent d'abord, ou en tout cas, c'est une stratégie qui est récente. L'idée, elle, est plus ancienne. Elle date de près d'un siècle chez des géographes allemands, pour être plus précis, mais c'est un concept géographique. C'est devenu, depuis quelques années, un concept plutôt géopolitique, avec une multitude d'ailleurs de portes d'entrée différentes. On va évoquer ces différents points. Et donc l'idée, c'est évidemment ensemble d'échanger sur ce que ça signifie, de chercher à comprendre un petit peu quel est le sens à donner à cette stratégie, et puis, in fine, quelle est la place de la France dans cet Indo-Pacifique. Est-ce que la France a un rôle à jouer dans cette région? Si oui, quelle doit être la nature de cet engagement et quels doivent être les différents partenariats sur lesquels s'appuyer? Alors, je vous redonne, Louise-Marie, la parole, peut-être pour expliquer les modalités un petit peu plus techniques sur ces posters. Oui, sur les posters, c'est assez simple. En fait, c'est un planisphère qu'on a mis à votre disposition. On a donc deux visions. Enfin, j'imagine que vous savez un petit peu quand même, si vous êtes dans cet atelier, qu'est-ce que l'Indo-Pacifique, en tout cas de manière géographique. Donc là, on a une vision assez, on va dire, maximaliste de la vision Indo-Pacifique. Alors peut-être, première peut-être question que j'aimerais poser. Pour vous, la vision, la différence entre la vision peut-être maximaliste et minimaliste de l'Indo-Pacifique? Pour affiner peut-être cette question, est-ce que vous considérez qu'il y a plusieurs sens à donner à l'Indo-Pacifique, donc entre l'océan Indien et l'océan Pacifique? Donc en gros, est-ce que cette vision doit simplement nous ramener à une gestion des ressources, des enjeux et des acteurs dans ces deux océans, qui sont deux des trois plus grands océans du monde, ou est-ce qu'on peut y trouver quelque chose de plus clairement défini, avec, encore une fois, des objectifs à la clé? Donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Si on devait vous demander, tout simplement, sur une carte du monde, de définir, ne serait-ce que géographiquement, ce qu'est l'Indo-Pacifique, quelle serait, a priori, la première chose que vous répondriez? Ce serait tout d'abord par rapport justement aux océans et les pays qui les bordent. Donc, ce serait du Cap de Bonne-Espérance jusque Alaska et le sud de l'Amérique du Sud. Et donc, évidemment, tous les pays qui le touchent et qui, par ces mers, sont reliés. Ah, effectivement, ça marche maintenant. Qui sont reliés, qui commercent ensemble, parce que justement, c'est des grands espaces de commerce, en particulier avec le détroit de Malacca, et qui signifie que avec tous ces blocages, finalement, avec le droit de Bab el-Mandeb aussi, un blocage dans un seul de ces points peut signifier des impacts pour tous les pays de cette grande région qui donc peut être affectée par ça. Ouais. Oui, c'est ça exactement. En fait, de manière maximaliste, on va prendre de Suez à Panama, c'est la version vraiment très large. Et sinon, c'est plus voilà, Hormuz, Bab el-Mandeb et Malacca qui sont les trois verrous stratégiques en fait, de la zone et où, comme vous disiez, un seul blocage et finalement, c'est toute la zone qui en pâtit et les pays avec. Peut-être après, je sais que récemment, bon, il y a eu les événements qu'on connaît, les sous-marins, mais on y reviendra, ce n'est pas ça l'enjeu de la question aujourd'hui. Mais en tout cas, ce n'est pas l'enjeu principal. Peut-être au niveau des pays qui sont en jeu et qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les intérêts de la France et surtout ces partenariats dans la zone?
Déjà, comme l'a dit Gustave plus tôt, c'est vraiment un secteur économique majeur et de ce fait, il y a de nombreux enjeux et de nombreux pays qui se confrontent. On l'a pu le voir là avec la France qui a voulu revaloriser aussi sa place dans le secteur, même au niveau de ses alliances avec l'Australie, les États-Unis, mais aussi l'Angleterre. Toutefois, on voit que vraiment cette zone, elle prend de plus en plus d'importance depuis ces dernières années, de par aussi la montée en puissance de certains États dans ces secteurs à l'international, mais aussi d'un point de vue militaire, politique, économique et même, je dirais, sur d'autres points de vue stratégiques. Donc, tous ces enjeux, ils viennent se regrouper, ils viennent apporter aussi une véritable opposition, je trouve, entre ces États qui complexifie pas mal les choses. Voilà. Oui. En fait, il y a vraiment, enfin, ce pas des blocs, parce que ce serait revenir au terme ancien, mais on va dire qu'il y a deux façons de penser, c'est-à-dire que le point névralgique en fait, de cette zone, ça va être oui ou non une opposition à la Chine et comment vont réagir ces pays et les alliances en fait, qui vont être créées par rapport à la Chine. En tout cas, pour moi, c'est une des questions majeures. Donc, on va voir par exemple que l'Union européenne, la France, l'Allemagne ou encore des pays comme ça vont afficher en fait clairement une position, on va dire, qui ne va pas être contre la Chine. Et en même temps, des pays comme l'Inde, le Japon et même l'Australie aujourd'hui et la Nouvelle-Zélande vont essayer enfin, en tout cas pour l'Inde et le Japon, de répondre au principe d'endiguement, mais sans non plus froisser le voisin chinois, parce qu'ils sont dans la même zone. Ce serait quand même fâcheux d'avoir des conflits dans cette zone. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'économie, il y a énormément d'enjeux militaires. Et c'est là où la France, on va dire qu'elle voit la zone, selon moi, comme une zone d'abord stratégique au niveau militaire, avant de la considérer comme une zone économique, même si elle a des ZE, etc. On en reviendra, mais voilà. Alors, ce que vous voyez sur cette carte, que vous avez également sur les tables, c'est précisément la différence d'appréciation de cet espace selon différents acteurs. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on peut essayer de répondre à la question l'Indo-Pacifique, c'est quoi? Quels sont ses contours géographiques? Est-ce qu'on intègre ces deux océans et tous les États riverains, ou est-ce qu'on se focalise sur un certain nombre de questions, comme notamment, Louise-Marie l'a évoqué, la confrontation ou la compétition Chine-États-Unis? Mais on constate ici, et cette carte est intéressante à ce titre, une superposition de différentes désignations de cette stratégie indo-pacifique. Alors, ça nous enseigne deux choses qui sont essentielles. D'abord, le fait que le terme indo-pacifique est aujourd'hui repris par un très grand nombre d'acteurs, à la fois régionaux et internationaux, puisque on voit sur cette carte, en plus de pays de la zone, je dirais directement, également la présence de pays européens, avec, on le rappelle aussi d'ailleurs, une stratégie européenne indo-pacifique qui a été officialisée en septembre dernier. Donc c'est un phénomène très récent, nous avons insisté sur ce point. Et puis, on voit que ces différentes désignations du même terme, l'Indo-Pacifique, ne regroupent pas du tout les mêmes entités géographiques, avec des visions effectivement plutôt minimalistes ou au contraire maximalistes sur ce que ça représente. Le seul point commun à ces différentes appellations est le caractère central de cet espace qui part du continent asiatique, de l'Asie du Sud-Est, pour aller jusqu'à l'Océanie, et en particulier l'Australie. Et donc une forme de centralité de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie dans cet espace, quelle que soit la différente perception que l'on peut avoir de l'Indo-Pacifique. Donc c'est d'une certaine manière le seul point commun d'un point de vue géographique entre ces différentes approches. Et la question effectivement qu'on est en droit de se poser et que nous vous posons ici ce soir, c'est selon vous, laquelle de ces approches vous semble la plus logique, la plus conforme et la plus en phase avec votre propre définition de l'Indo-Pacifique? Encore une fois, l'idée, c'est de partir d'une certaine manière un petit peu d'une feuille blanche, parce que nous partons d'une feuille blanche sur cette question et de se dire, finalement, l'Indo-Pacifique, qu'est-ce que ça doit être d'un point de vue géographique? Et à partir de là, définir bien évidemment des objectifs et des stratégies pour se positionner dans cette zone. Donc, si on compare ces différentes approches, on pourrait d'ailleurs en ajouter un certain nombre d'autres, mais celles-ci ont le mérite d'être quand même sensiblement différentes les unes des autres, comme vous pouvez l'observer, avec littéralement pour
la vision la plus large, l'intégration des deux océans, Indien et Pacifique, et de l'ensemble des États riverains. Donc un espace qui s'étale tout simplement sur 4 continents et qui représente, puisque c'est tout de même une carte du monde que nous avons ici projetée, grosso modo 60 ou 70% de l'espace mondial, hein, et des terres immergées en particulier. Donc on voit bien que ça peut être extrêmement large et donc un petit peu confus quant à l'idée d'un rapprochement, de synergie commune et d'intérêts communs, et puis donc de stratégie commune. Et puis à l'inverse, on voit que d'autres appellations se confinent à un espace infiniment plus restreint et recentré sur ce que l'on appelait autrefois l'Asie-Pacifique. Et à bien des égards, pour un certain nombre d'acteurs stratégiques, les États-Unis notamment, eh bien, on est passé de l'Asie-Pacifique à l'Indo-Pacifique, mais pour d'une certaine manière désigner un petit peu la même réalité géographique et le même niveau d'engagement des États-Unis. Et donc, je reviens à cette question qui me semble ici essentielle, à savoir, selon vous, quelle est la définition ou le contour géographique le plus pertinent parmi ceux que l'on observe ici? Ce qui me paraît le plus logique, serait été la connexion entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Du coup, c'est les pays en rouge qui sont vraiment concernés par les principales traversées de bateaux et de conflits qu'ils peuvent connaître, parce qu'en pleine mer, qu'un bateau se croise, ça reste assez peu probable, alors que proche par exemple du détroit de Malacca, des bateaux qui se croisent, c'est beaucoup plus probable. Ce qui est intéressant dans votre réponse, c'est que vous mettez en avant le facteur maritime de cet espace. Effectivement, la stratégie indo-pacifique peut être vue comme une stratégie maritime, avec la sécurité maritime à la clé, et puis avec évidemment la libre circulation des marchandises et des personnes. Cependant, il ne vous échappera pas que pour un certain nombre d'acteurs qui adoptent une stratégie indo-pacifique, on ne se limite plus à cet enjeu strictement maritime et on va davantage s'intéresser aux États riverains ou aux États qui sont directement concernés par ces zones maritimes effectivement essentielles et qui, pour certains, sont des puissances maritimes, qui, pour d'autres, ne le sont pas du tout. Et donc, il est intéressant de voir déjà cette confusion qui peut apparaître entre le fait de savoir s'il s'agit d'un domaine maritime avec des enjeux maritimes à la clé, donc on est dans le champ de la sécurité maritime, ou si on est dans une désignation géopolitique qui implique une multitude d'autres facteurs. Et on va voir là, effectivement, déjà des lignes de fracture ou des différences d'appréciation entre différents acteurs. Par exemple, dans le cas de la France, on va y revenir en détail, la France ne se limite pas dans son engagement en Indo-Pacifique à la question maritime. La sécurité maritime est l'un des enjeux, bien évidemment, mais ce n'est pas le seul. Il y a une multitude d'autres facteurs qui vont déterminer la désignation de l'Indo-Pacifique comme une priorité stratégique et comme un lieu dans lequel la France va vouloir jouer un rôle, je dirais, de plus en plus important, en s'appuyant notamment sur ses appuis locaux et sur ses partenariats. Vous vouliez dire quelque chose? Du coup, au risque de vous paraphraser, moi, j'allais dire qu'il n'y avait pas vraiment de réponse pure et dure. Tout dépend du point de vue sur lequel on se base dans cet espace. On a défini cet espace en lui donnant un nom, mais tout change selon l'acteur. Moi, personnellement, je travaille énormément sur le Japon. Donc, la zone définie par le Japon, ça me conforte de voir que c'est celle-ci, parce que c'est ce que j'avais à peu près ciblé. C'est selon l'objectif de chaque protagoniste que l'air change. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, ça dépend aussi des stratégies imposées ou souhaitées par différents gouvernements. D'ailleurs, on le voit avec certaines citations qu'on pourra lire. On avait une citation donc, de Jean-Yves Le Drian. Voilà, donc on voit bien quand même qu'au-delà des enjeux donc maritimes, sécuritaires, il y a évidemment l'environnement, le technologique et l'économie qui sont importants dans cette région. Et ce n'est pas forcément… donc la France, en fait, œuvre grâce à ses partenariats pour répondre en fait, à ces différents défis. Mais on a aussi une vision peut-être différente de Joe Biden. Citation beaucoup plus succincte, en fait, qui laisse plus de place à des questions. Finalement, il ne cible pas vraiment les défis qui sont en jeu, d'où les partenariats, on va dire, divers auxquels
auxquelles les États-Unis font face, notamment, on l'a vu, à une restructuration, on va dire, d'une anglosphère, avec notamment AUKUS qui a un pacte stratégique qui a été décidé cette année, donc avec l'Australie et le Royaume-Uni, tandis que la France, elle essaye vraiment, je dirais, de diversifier ses partenariats, que ce soit avec le Japon, justement. Je pense que tu travailles aussi sur ça, ou que ce soit avec l'Inde aujourd'hui, tout en sécurisant sa ZEE aussi, avec la Nouvelle-Calédonie notamment, qui aura aussi beaucoup d'enjeux le 12 décembre prochain. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est les élections pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, le 12 décembre prochain. Et ça redéfinira aussi beaucoup de défis dans la zone. Et c'est encore une fois, pour le coup, des défis politiques pour la France. On a ici 2 exemples de stratégies d'Indo-Pacifique qui ont l'une et l'autre la caractéristique en commun, je dirais, le point commun, de désigner cet espace, mais encore une fois, qui géographiquement reste à définir, on l'a bien compris, mais de désigner cet espace comme une sorte de pivot des relations internationales, hein, comme si c'était d'une certaine manière le nouveau centre de gravité des relations internationales, à la fois en raison de la dynamique économique, qui est une réalité constatée depuis maintenant plusieurs décennies, hein, et qui n'a fait que croître, et puis en raison également des risques de conflictualité à grande échelle très importants qui nécessitent bien évidemment la mise en place de stratégies, cette fois sur le volet sécuritaire ou militaire. Et donc, c'est la conjonction un petit peu de ces 2 phénomènes ou de ces 2 intérêts, l'économie et le stratégico-sécuritaire, qui vont se retrouver dans l'intérêt que des pays comme les États-Unis ou la France vont manifester pour cette zone. On va retrouver évidemment le même type d'explication ou de justification chez d'autres acteurs. Donc, on s'intéresse à cette région parce que c'est une région qui compte et qui est amenée à compter davantage dans le champ des relations internationales futures. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'on s'intéresse d'abord à l'Asie et puis ensuite à tout l'espace adjacent défini aujourd'hui comme l'Indo-Pacifique. Alors, question. Selon vous, puisque j'évoquais tout à l'heure très rapidement le cas des géographes allemands, hein, c'était l'école géographe allemande qui, pour la première fois, avait désigné l'Indo-Pacifique, mais bon, on va dire que ça appartient un petit peu à une autre époque, et puis on est vraiment sur toute autre chose. Mais dans le contexte contemporain qui se retrouve précisément autour de cette dualité entre l'économie et le stratégique, quelles ont été les premières manifestations d'un intérêt exprimé par des États, donc des stratégies officielles, pour désigner l'Indo-Pacifique comme un espace prioritaire? Est-ce que ce sont les États-Unis? Est-ce que c'est la France? Ou est-ce que ce sont d'autres pays qui, selon vous, ont été les premiers impliqués dans cette stratégie? Alors, qui veut se risquer? Que ce soit des déclarations officielles ou des ventes d'armes, ou ça peut concerner beaucoup de choses. Ça peut. Mais ça peut être divers, on peut remonter vraiment très très loin dans l'histoire parce que l'Asie a toujours été un centre névralgique pour l'Occident. On peut revenir aux guerres de l'opium qui ont été déjà des guerres où justement. Attention, hein, on vous arrête tout de suite. Là, on parle d'Indo-Pacifique, la désignation de l'Indo-Pacifique. Parce qu'évidemment, l'intérêt pour l'Asie, etc., on peut remonter beaucoup plus loin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est depuis quand et où on parle d'Indo-Pacifique pour désigner cette région, et plus d'Asie-Pacifique ou d'Asie tout court. Et c'est ça qui est intéressant, ce glissement sémantique qui, on va y revenir, est en soi extrêmement enrichissant. Je dirais, on s'est peut-être un peu influencé parce qu'on est dans un monde très américano-centré. On était en tout cas dans un monde très américano-centré, mais le pivot, notamment par Obama, qui voulait un peu tourner la page de la guerre contre le terrorisme. Bon, c'était déjà un peu tôt et c'est toujours pas fini finalement cette guerre, mais qui parlait de pivot indo-pacifique pour justement parler de la dynamisme de la Chine qui rentrait dans l'OMC et tous les problèmes qui se retrouvaient notamment entre les états nucléaires de l'Inde et de la Chine. Donc pour moi, à mon avis, c'est vers ces années-là, assez récemment, où on passe d'un monde de la Pax Americana à un monde où on se rend compte que les États-Unis ne sont pas le seul acteur et eux-mêmes se rendent compte eux-mêmes. Et donc j'ai l'impression qu'effectivement, ce n'est pas le seul cas des États-Unis. Les Chinois, de leur côté aussi, avaient déjà prévu plus ou moins ce genre de. Enfin, pas forcément, s'attendaient pas forcément à avoir un succès si rapide, mais de leur côté, notamment en prévoyant
leur livre blanc de la défense chinois, on voyait cet appétit pour se développer au-delà de la mer de Chine, notamment vers l'Afrique et vers l'Amérique du Sud. Donc je dirais que c'est vers ces années 2010, peut-être un peu avant, qu'on commence à voir ce format apparaître de nouveau. Alors, c'est pas faux du tout. C'est juste un tout petit peu avant. Et pour le coup, c'est pas tellement la Chine, parce qu'on sort un peu de la zone quand elle commence à s'intéresser à l'Afrique. Mais c'est avant tout le Japon, en fait, dans une déclaration en 2007, en fait, de Shinzo Abe auprès justement du Premier ministre indien. Donc, on peut situer dans les années 2000. Mais il y a eu un fort discours de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe en Inde, en fait. Voilà. Enfin, pour moi, c'était une des dates clés que j'avais retenues. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu le pivot asiatique d'Obama qui regardait plus vers l'Est, du coup. Mais c'était, enfin, pour moi, ce n'était pas encore la stratégie forcément véridiquement prononcée d'Indo-Pacifique. Enfin, Obama ne l'avait pas forcément formulé comme tel. C'était pivot vers l'Asie, mais pas vers l'Indo-Pacifique. Et Pascal Boniface l'a rappelé tout à l'heure de manière très juste, les modifications des équilibres internationaux ne sont pas brutaux. Ça s'inscrit dans des tendances un petit peu plus longues, hein. C'est le temps brodélien, d'une certaine manière, qui va faire son œuvre. Et donc, on observe un certain nombre de mutations progressives qui s'inscrivent à la fois dans la durée et puis dans l'espace. Et là, on a précisément une manifestation de cela sur la naissance, entre guillemets, de l'Indo-Pacifique comme enjeu stratégique majeur. Donc, comme vous l'avez noté, Louise-Marie, il y a effectivement cette déclaration du Premier ministre japonais Abe Shinzo. Alors, rappelons que Abe Shinzo a été Premier ministre à 2 reprises au Japon. D'abord entre 2006 et 2007, et c'est effectivement à cette occasion qu'il va prononcer ce discours en Inde dans lequel il prône, je vais le dire, c'est ça, un partenariat stratégique et puis un Indo-Pacifique libre et ouvert, hein, déjà à l'époque. Et l'idée, c'est évidemment de séduire d'une certaine manière le gouvernement indien, l'Inde, sur le fait d'avoir une convergence de vues sur la nécessité tout simplement d'unir un petit peu les efforts de ces 2 pays, alors dont on voit ici sur la carte l'éloignement géographique, hein, relatif mais réel, et le fait que le Japon est un acteur évidemment dans l'océan Pacifique, tandis que l'Inde est un acteur dans l'océan Indien. Et donc l'idée, c'était précisément de relier ces 2 ensembles comme faisant partie d'un même ensemble, avec à la clé, notamment, déjà à l'époque, cette question de la libre circulation des marchandises. Donc le Japon va être en première ligne sur cette question. Abe Shinzo ne restera qu'1 an au pouvoir, donc va quitter le pouvoir dès 2007. Il reviendra ensuite pour un mandat beaucoup plus long, à partir de 2012, jusqu'à sa démission, c'était il y a un peu plus d'1 an, en 2020, avant d'être remplacé par Soga Yoshihide, qui lui-même a démissionné depuis d'ailleurs. Et c'est à l'occasion de ce 2e cabinet Abe, on va dire, que le concept d'Indo-Pacifique va à nouveau refaire surface dans la stratégie du Japon, après une transition politique d'ailleurs, hein, à la fin des années 2000. Et donc, on revient à cette idée qui était celle d'Abe Shinzo, d'essayer d'unir les efforts de différents acteurs conscients, d'une certaine manière, de la même nécessité de garantir un Indo-Pacifique libre et ouvert. Donc oui, le Japon a eu un rôle, je dirais, extrêmement important dans la désignation de cet espace. Il y a un autre pays que je me permets ici de mentionner, qui a eu une importance très grande à la même époque, c'est l'Australie. Et on va constater, encore une fois, dans ce temps brodélien et dans cet espace un petit peu décomposé, un intérêt grandissant aussi de l'Australie pour les échanges avec un certain nombre de partenaires dans la région et pour des questions à la fois commerciales et sécuritaires qui vont porter sur les 2 océans. Regardez cette carte, elle dit tout, hein. L'Australie est précisément à cheval sur ces 2 océans que sont l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et donc, quoi de mieux qu'une stratégie Indo-Pacifique pour tout simplement encadrer les intérêts qui sont ceux de ce pays. Donc, le Japon, l'Inde qui va, je dirais, emboîter le pas très rapidement à Tokyo et à M. Abe Shinzo, et puis l'Australie qui, à la même époque, va commencer à s'intéresser à cette idée nouvelle et va très rapidement également faire mention d'une stratégie Indo-Pacifique. C'est au début des années 2010. J'allais même revenir un tout petit peu avant, parce que c'est quand même le sujet aussi de notre atelier, c'est que la France
a signalé pour la première fois son intérêt pour un partenariat stratégique en Indo-Pacifique dès 1998. Donc, c'est quand même c'était important de le signaler. Ce n'est pas que du côté asiatique qu'on a cette volonté de stratégie Indo-Pacifique, mais aussi du côté de la France et plus tard de l'Union européenne, notamment aujourd'hui, qui, pour faire une petite transition, sans le Royaume-Uni en dehors de l'Europe, a les mains beaucoup plus libres. On l'a vu d'ailleurs avec le nouveau partenariat, mais qui a une stratégie du coup différente que si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne. Une petite question, on va revenir, si vous voulez bien, sur la diapo avec la déclaration de Joe Biden, qui est une déclaration très récente, puisqu'elle date du 24 septembre dernier, à l'occasion d'une rencontre, on reviendra d'ailleurs sur le Quad, entre les membres du Quad, à savoir les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué l'engagement de Barack Obama en Asie-Pacifique et cette stratégie du pivot qui se formule dès 2009 et qui se met en place surtout à partir de 2011 et qui va marquer un petit peu la volonté des États-Unis de se repositionner en Asie-Pacifique avec à la clé à la fois un engagement stratégique et un engagement économique. On reste toujours sur cette équation portant, on l'a bien compris, sur les deux aspects de manière simultanée. On a Biden qui tient d'une certaine manière des propos assez semblables. Donc, on peut établir un lien assez évident entre la volonté de l'administration Obama et celle de l'administration Biden de porter des efforts sur cette région. Ça paraît logique. Je rappelle que Joe Biden était le vice-président de Barack Obama et que l'actuel secrétaire d'État, M. Anthony Blinken, servait également dans l'administration Obama en qualité de conseiller spécial sur les questions internationales de Joe Biden, à l'époque vice-président. Donc il y a une continuité qu'on va qualifier de logique. Cependant, comme vous le savez, entre-temps, on a eu une autre administration au pouvoir aux États-Unis, l'administration Trump, qui n'est pas de la même couleur politique, et qui, on le sait, a plutôt déconstruit, si on peut dire les choses ainsi, ou décortiqué un petit peu tout l'héritage de Barack Obama, tant sur la scène intérieure qu'extérieure. Donc, comment voyez-vous la continuité d'une logique dans l'engagement américain dans cette région et dans la formulation de cette stratégie Indo-Pacifique? Et puis, question subsidiaire, on parle depuis quand exactement d'Indo-Pacifique aux États-Unis? Qui a été l'instigateur aux États-Unis de ce slogan jusqu'à en faire une stratégie officielle? Alors, qui veut se risquer à répondre à cette double question? Donc, quid de Trump sur ce sujet? Et puis, l'Indo-Pacifique aux États-Unis, ça commence avec qui? Qui a été le premier à en faire mention? Est-ce que c'est Obama? Est-ce que c'est Biden? Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est un autre avant ou après? À vous de le deviner. Pour le président, personnellement, je ne sais pas. Ce dont, par contre, je suis presque sûr, c'est que la politique en Indo-Pacifique des États-Unis, malgré les différents mandats qu'il y a eu, est toujours plus. Enfin, les derniers présidents ont toujours été sur la même ligne, sur le regard qu'ils avaient en Indo-Pacifique. Ils n'ont pas choisi, Trump n'a pas choisi d'arrêter la politique de la 7e flotte présente dans cet espace. Au moins depuis Barack Obama, la politique en Indo-Pacifique ne change pas. Et ils sont tous d'accord sur la politique américaine qu'il faut mener pour servir leurs intérêts. Alors, sur le service des intérêts, je suis d'accord. La seule chose que je mettrais, c'est rappelons quand même que le jour de l'investiture de Trump, il a quitté le TPP, donc Trans-Pacific Partnership, qui a été quand même le traité important dans la zone. Donc, ça prouve quand même que tout le monde n'avait pas la même lignée, sachant que derrière, la Chine, pour montrer son mécontentement ou en tout cas sa réaction, et d'autres pays de la zone, notamment les pays de l'ASEAN, ont créé le RCEP en 2020, non, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça montre quand même qu'il y a eu tout de même une fracture, même si je suis d'accord que Trump n'a pas appuyé sur le bouton rouge et a attaqué la Chine directement, frontalement, ou les autres pays de la zone, mais il y a eu quand même une rupture diplomatique dans la zone. Il y a un glissement progressif. On passe d'une stratégie qu'on va qualifier d'engagement de l'administration Obama. Donc, l'idée, c'est de retrouver une forme de leadership américain dans la zone. Ça passe par non pas une diabolisation, mais l'identification des défis qui sont ceux de la montée en puissance chinoise. Et d'ailleurs, cette identification, pour le coup, elle va être constante. On va la retrouver d'une administration à l'autre, quelle que soit la couleur politique du locataire de la Maison-Blanche. On va retrouver aussi chez Obama la volonté
de s'appuyer sur un certain nombre de partenaires locaux. Alors, c'est effectivement le Trans-Pacific Partnership qui est, je dirais, son œuvre sur la région, mais cette œuvre tourne court parce que c'est effectivement la première décision prise par Donald Trump que de s'en retirer. Donc, le traité n'existe pas en tant que tel. Il renaîtra sous une autre forme en étant porté par les autres membres de ce traité et donc sans les États-Unis. Donc, c'est au final un échec, hein, on le voit bien. Mais effectivement, il y a cette volonté donc, de faire de cette zone une priorité pour les États-Unis. Ça, on va le retrouver chez les autres, mais chez Obama, c'est l'engagement. On veut s'engager et on veut engager avec la Chine. Donc, accroître d'une certaine manière le dialogue, mais aussi le partenariat avec la Chine pour éviter tout simplement d'arriver à des situations qu'on qualifierait de conflictuelles. Donc, la stratégie du pivot, c'est ça, hein, concrètement. Chez Trump, on passe dans une logique de containment ou d'endiguement de la Chine, en particulier sur les questions économiques et commerciales. Hein. Je vous rappelle qu'on a parlé pendant la présidence Trump de guerre commerciale pour qualifier la relation avec Pékin. Et ces guerres commerciales n'avaient pas vocation à rompre le dialogue avec la Chine, mais à en modifier je dirais la teneur, à savoir qu'on passait d'un partenariat ou d'un échange à une négociation, ou plus exactement une renégociation sur un certain nombre d'accords commerciaux. Donc, on a déjà une ligne qui est beaucoup plus agressive. Hein. Donc, certes, ça reste la priorité, enfin, il y a même une obsession hein, à l'égard de la Chine et des développements dans cette région chez Obama, chez Trump et maintenant chez Biden. Donc, une constante, on vous rejoint bien là-dessus, mais on voit bien que la nature va être quand même très, très différente. Et puis, avec le retour de Biden au pouvoir, ce qui est très intéressant, c'est qu'on franchit un nouveau cap dans cette rivalité sino-américaine, et donc autour de cet espace, où là, on n'est plus dans l'engagement, on n'est plus dans l'endiguement, on est dans la compétition. Et on est même dans la compétition stratégique. Et on le voit ici avec le Quad, on le voit avec l'AUKUS, sur lequel nous allons revenir, et puis on le voit avec ce bras de fer, cette rhétorique parfois très agressive vis-à-vis de Pékin, et puis Pékin rend bien d'ailleurs l'appareil à Washington avec une rhétorique tout aussi agressive. Faut-il en conclure, Pascal Boniface l'expliquait tout à l'heure, que c'est une situation de guerre froide? Il ne faut peut-être pas non plus aller vite en besogne sur ce point. Mais force est de constater qu'il y a maintenant une nouvelle compétition qui s'installe entre les deux grandes puissances autour de cet espace. Cette compétition n'était pas aussi, je dirais, palpable sous les administrations Trump et moins encore sous l'administration Obama. Donc, vous voyez, il y a quand même une évolution progressive et chaque président américain a apporté sa nouvelle vision de l'engagement américain dans cette zone, et c'est ce qui va être intéressant ici. Alors, pour répondre à la question, parce que j'ai bien senti que vous aviez peur finalement de répondre à cette question ou à cette double question. Donc, l'administration Trump, je viens de le dire, va plutôt se servir de l'Indo-Pacifique pour essayer d'étendre cet endiguement chinois ou cette volonté de contenir cette montée en puissance chinoise, en particulier économiquement. Cependant, c'est aussi sous l'administration de Donald Trump que les États-Unis vont s'orienter de manière, je dirais, forte et officielle vers une stratégie d'Indo-Pacifique en 2017, pour être plus précis. Et c'est d'ailleurs, et ce n'est pas anodin, à l'issue d'une rencontre entre officiels américains et japonais que les États-Unis vont faire une déclaration, par le biais d'ailleurs de Donald Trump lui-même, sur la nécessité de garantir un espace Indo-Pacifique libre et ouvert. Donc on reprend d'une certaine manière l'approche japonaise, on se la réapproprie et on va donc passer, et c'est Trump qui est à la manette, hein, je le rappelle, on va passer d'une stratégie Asie-Pacifique à une stratégie Indo-Pacifique. Ce qui nous invite d'ailleurs à considérer l'influence sur ce sujet du Japon sur les États-Unis et de l'administration, enfin du cabinet Abe en particulier, sur l'administration Trump. Donc, vous voyez,
Encore une fois, quand on parle de ce phénomène, alors, ce qui est intéressant dans le cas des États-Unis, c'est qu'on a trois présidents qui sont très différents et puis surtout des présidents qui ne s'apprécient pas beaucoup. En tout cas, si on met Obama et Biden d'un côté et Trump de l'autre, dans une période de temps qui reste relativement limitée et qui nous concerne ici. Et on voit effectivement que cela va se traduire par un changement de posture ou une évolution, un glissement de cette posture américaine sur l'Indo-Pacifique. Alors, on a vu le cas des États-Unis, on va y revenir avec AUKUS. Qu'en est-il du côté français? Parce que vous l'avez dit, bon, dès 1998, on identifie nos besoins dans la zone, avec nos territoires, etc. Mais depuis quand on parle vraiment d'Indo-Pacifique en France? Pour le président, je ne suis pas vraiment sûre, mais je dirais que c'est cet intérêt pour l'Indo-Pacifique, il est vraiment revenu aussi assez récemment avec la montée de la Chine, mais aussi du coup le durcissement du ton de Trump face à cette région. Et je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est le ministère de la Défense qui a été le premier aussi, français, à réaffirmer cet engagement dans la zone Indo-Pacifique. Moi, j'aurais proposé que c'était le Macron, assez récemment, qui avait redynamisé ça. Oui, c'est ça. En 2018, en fait, le président Macron a concrètement réaffirmé une stratégie Indo-Pacifique et au cours de plusieurs déclarations, il a vraiment, on va dire, frontalement réaffirmé et a replacé au centre des intérêts, des défis de la France, en fait, de se positionner en Indo-Pacifique. Et notamment, il y avait eu des exercices conjoints, en fait, avec notamment dans les bases de Mayotte, La Réunion et Djibouti, avec des armées, l'armée indienne. Et dans d'autres cas aussi, la France a réaffirmé son partenariat dans la sécurité maritime, dans la santé, mais aussi dans les catastrophes naturelles avec le Japon. Et ça a été fait très récemment. Pardon, allez-y, oui, bien sûr. Je voudrais vous demander juste des dates. Oui, bien sûr. De quand date, premièrement, le collier de perles. Deuxièmement, possibilité que le Japon, la Chine, je dirais, de poldériser un certain nombre d'îles pour en faire, si vous voulez, des zones militarisées. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que cette politique du collier de perles et de poldérisation n'a pas entraîné la politique dont on vient de parler? Alors, sur la question du collier de perles, d'abord, ce n'est pas une politique en tant que telle, mais c'est la perception d'une attitude par la Chine. C'est une perception qui est exprimée en Inde, précisément dans les années 2000. Et d'ailleurs, je vais y revenir parce que ça coïncide effectivement avec l'intérêt grandissant pour cette région. Et donc, ça explique en grande partie aussi le fait de rassembler, je dirais, l'attention ou d'unir un petit peu l'attention sur à la fois l'océan Indien et l'océan Pacifique. Alors, le collier de perles, pour ceux qui l'ignorent, je rappelle ce que c'est, ou en tout cas ce que les Indiens ont désigné comme tel, c'est ce qui est perçu comme une volonté de la Chine de s'appuyer sur un nombre grandissant de partenaires dans l'océan Indien, et donc précisément entre le détroit de Malacca et puis l'accès au Moyen-Orient, hein, le détroit d'Ormuz, on va dire, donc de s'appuyer sur un certain nombre de partenaires, au premier rang desquels la Birmanie, le Bangladesh aussi, mais surtout le Pakistan, pour pouvoir s'appuyer sur des bases navales qui vont servir à la fois les intérêts commerciaux de la Chine, donc qui vont être des relais de ravitaillement, notamment des différents navires de transport chinois, mais également une mixité dans la mesure où des navires militaires chinois vont pouvoir être hébergés dans ces bases. Ce qui caractérise la Chine dans son histoire contemporaine, c'est sa difficulté à se projeter en dehors de sa zone, en particulier dans le domaine naval, et cela s'explique essentiellement par le fait qu'il y a extrêmement peu de bases chinoises à l'extérieur de la Chine. Il y a d'ailleurs maintenant une base à Djibouti qui, elle aussi, va se développer à la même époque, donc à partir des années 2000. Mais auparavant, la Chine ne se projetait pas à l'extérieur. Et donc l'Inde, sans doute inquiète ou interpellée par cette volonté de la Chine de jouer un rôle grandissant sur un certain nombre de voies d'accès maritimes, va alerter certains de ses partenaires, au premier rang desquels les États-Unis, sur le fait que la Chine sera en train tout simplement
de mettre en place une véritable stratégie de contrôle des océans, et en l'occurrence l'océan Indien. Donc le collier de perles, c'est ça. Et inutile de préciser que cette désignation va recevoir un écho très favorable aux États-Unis, puisque ça va nourrir justement la réflexion sur la nécessité de trouver des stratégies de réponse à cette affirmation de puissance chinoise. Et on va voir après le triptyque que j'évoquais précédemment, l'engagement d'Obama, le containment ou l'endiguement de Trump, et puis la compétition que l'on observe désormais sous Biden. Donc oui, il y a un lien de cause à effet qui est évident. Sur la poldérisation, alors là, vous faites évidemment référence à la poldérisation en mer de Chine méridionale. Si on peut revenir sur la carte, merci. Donc cet espace qui est tout petit ici, mais qui est au centre, vraiment. C'est ça, la mer de Chine méridionale. Je vous rappelle qu'en mer de Chine méridionale, transite, à l'heure où nous nous parlons, environ la moitié des échanges commerciaux maritimes. Donc, ce que vous portez sur vous, les téléphones portables que vous avez, vos laptops, etc., sont pour la moitié d'entre eux, ou ont pour la moitié d'entre eux transité dans cette zone, dans ce petit espace qu'est la mer de Chine méridionale. Du fait de l'importance des échanges commerciaux par voie maritime, qui sont infiniment plus importants que par voie terrestre ou aérienne, et par ailleurs moins coûteux, on le sait, eh bien, ça représente environ 40% du commerce mondial dans cette zone. Donc, c'est évidemment un enjeu majeur et qui va d'ailleurs être au cœur de toutes les stratégies indo-pacifiques, puisque finalement, on va évidemment s'intéresser davantage à cet espace-là qu'aux îles Kerguelen ou au Pacifique Sud, où bien évidemment, le nombre de navires qui transitent et le nombre d'enjeux sont infiniment moins importants. Donc, on va observer ce phénomène qui va intéresser tout le monde, notamment les acteurs asiatiques et la Chine en particulier. Et on va avoir ces différents territoriaux et maritimes qui se traduisent par une montée en puissance des postures nationalistes / militaires des acteurs de la région, et notamment une poldérisation d'un certain nombre d'îlots, donc une militarisation même. Ce n'est pas simplement une poldérisation, c'est-à-dire augmenter des espaces sur des terres immergées, mais c'est leur donner une vocation militaire. Donc, on va créer des bases militaires de toutes pièces. Alors, il faut savoir que la Chine n'est pas le seul pays qui pratique cette poldérisation. On observe aussi des îles poldérisées par le Vietnam, par Taïwan, par les Philippines, donc par, je dirais, la plupart des acteurs régionaux. Mais du fait de ses moyens et de ses ambitions, sans doute, la Chine est l'acteur le plus actif dans ce domaine. Alors, cette poldérisation, elle commence bien avant la période qui nous intéresse, puisque la confrontation sino-taïwanaise avait déjà impliqué une poldérisation dès les années 1980, mais c'est un phénomène qui va s'accélérer pour devenir sensible et surtout concerner tous ces différents acteurs à la fin des années 2000, début des années 2010. Vous voyez, on constate quand même qu'il y a une espèce de regroupement chronologique qui est assez intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des stratégies qui sont définies côté japonais, on l'a dit, avec donc l'Indo-Pacifique qui pour la première fois fait son œuvre, l'Australie va embrayer, l'Inde va embrayer. Vous avez le collier de perles, donc en gros, cet Indo-Pacifique ou cette ébauche d'Indo-Pacifique doit viser les intérêts chinois dans la zone. Donc, on va établir qui sont les compétiteurs ou qui sont les adversaires. Et puis, ensuite, les États-Unis qui vont définir un certain nombre de stratégies. Et la France, on y revient dans un instant, qui va accompagner d'une certaine manière ce mouvement. Donc, elle est là, la chronologie. Donc, oui, il y a des liens de cause à effet entre tous ces différents événements. Et tout cela nous ramène à une même perception qu'on va qualifier de globale de l'importance de se positionner et d'exister d'une certaine manière dans cet espace à la fois maritime et territorial. Donc, c'est là-dessus qu'il y a un lien réel. Alors, sur la France, oui, vous voulez peut-être dire un mot, mais on va aller sur la France après. Je vais juste compléter et peut-être, on va dire, donner une forme nouvelle à ce que vous disiez sur le collier de perles, donc des années 2000. Je n'avais pas les informations, les dates qu'avait M. Courmont, mais en réappropriation aussi de la zone, on peut évidemment citer la BRI, donc Belt and Road Initiative, et les nouvelles routes de la soie, et notamment la nouvelle route de la soie maritime, qui est en fait pour moi un continuum donc, du collier de perles, et au-delà,
du champ militaire, en fait. Et la Chine a bien compris, notamment avec Xi Jinping, donc depuis 2013, depuis le lancement de cette BRI, qu'il fallait voir au-delà des bases militaires et au-delà de la zone. Donc, on s'éloigne un peu de la zone, étant donné que la BRI, terrestre comme maritime, va jusqu'en Europe. Mais voilà, c'était important de aussi recentrer dans l'actualité et de dire que la Chine voilà, offre, avec les nouvelles routes de la soie, une nouvelle stratégie, ou en tout cas essaye d'être partout dans le monde. Oui, donc on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron donc récemment et puis du ministère de la Défense. Alors ce qu'on voit ici, c'est le ministre des Affaires étrangères, hein, qui, je le rappelle, a été auparavant, sous le mandat de François Hollande, ministre de la Défense. Donc il y a une jonction qui est assez intéressante de ce point de vue. Alors, je rappelle, parce que ça, on a un petit peu tendance à l'oublier, et je suis sûr que la plupart d'entre vous ne sont pas conscients de ce phénomène, qu'avant l'Indo-Pacifique, il y a deux phénomènes qui méritent d'être mentionnés dans le cas de la France et dans le cas de l'implication de la France dans cette zone. Le premier phénomène est d'ordre structurel. La France est un acteur dans cette région. On aurait pu aussi vous montrer une autre carte présentant les territoires et les populations françaises dans cette région, qui vont tout simplement de la Réunion et Mayotte jusqu'à la Polynésie française, en incluant donc tout un ensemble de territoires qui font naturellement et géographiquement de la France un acteur stratégique, mais aussi économique et puis humain de premier plan dans cette zone. Donc ça, c'est le facteur structurel qui fait que, d'ailleurs, la France, plus que nos partenaires européens, par exemple, a tout simplement vocation à être un acteur de premier plan dans cette région. Ça, c'est pour la structure. Après, il y a l'intention ou la politique qui vient se greffer dessus. Et sur ce point, on a effectivement souvent oublié qu'avant l'Indo-Pacifique, on a pensé aussi en France une stratégie du pivot. Cette stratégie du pivot, elle accompagne évidemment la désignation de cet espace par Barack Obama et son équipe, et elle se fait très rapidement dans le cas français. C'est l'un des prédécesseurs de Jean-Yves Le Drian qui va en 2012, c'était à l'époque Laurent Fabius, donc ministre des Affaires étrangères de François Hollande, définir dans un discours le pivot français vers l'Asie. Alors, il est différent du pivot américain en ce qu'il s'appuie davantage sur l'intégration des populations françaises dans cette zone. Donc, il y a une vocation, je dirais, nationale que l'on ne retrouve pas côté américain. Les États-Unis sont un acteur extrêmement engagé dans la zone, mais un acteur malgré tout extérieur à cette zone. La France est un acteur impliqué directement. Donc, l'idée, c'est de montrer que nous avons vocation à tout simplement assurer le développement économique et l'épanouissement des populations françaises dans la zone. Et puis le deuxième volet, il est, et là c'est un petit peu pour prendre à contre-courant la stratégie américaine, il est culturel. L'idée, c'est aussi d'étendre le partenariat, la coopération culturelle entre la France et ce qui est à l'époque encore perçu comme les pays d'Asie-Pacifique. C'est ça le pivot vers l'Asie. Nous n'avons pas en France les moyens militaires des États-Unis, nous n'avons pas les systèmes d'alliance et les partenariats stratégiques qui sont ceux des États-Unis. En revanche, nous avons, au fil du temps, tissé un certain nombre de liens en matière de coopération culturelle qui sont ici mis en avant. Et donc, on va définir une stratégie qui est, vous voyez, de manière intéressante, utilise la même sémantique, le pivot, mais ne signifie pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose que le pivot américain de Barack Obama. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on compare aujourd'hui l'Indo-Pacifique à l'américaine et l'Indo-Pacifique à la française, et vous avez bien compris que là aussi, sur la chronologie, il y a des résonances, hein, puisque effectivement, c'est sous Emmanuel Macron qu'on va pour la première fois parler d'Indo-Pacifique, et ça vient donc après la stratégie américaine d'Indo-Pacifique. D'une certaine manière, la France va s'adapter à cette stratégie américaine, mais elle le fait en définissant ses propres objectifs et puis ses propres intérêts dans la zone. Et donc, elle va être différente de celle des États-Unis, en misant notamment sur les questions d'intégration économique et de développement des échanges culturels. Donc, c'est un point qui est, je pense, important ici à rappeler et qu'il faut bien avoir en tête. Alors, question, puisqu'on parle ici de la France, qu'en est-il de nos partenaires européens? Est-ce que, selon vous,
l'Europe dans son ensemble, l'Union européenne, et certains de nos partenaires en particulier ont un rôle à jouer dans cette région, et si oui, lesquels? Et puis, par européen, j'inclurais, exception n'est pas raison, on va dire, le Royaume-Uni. Donc, on va ici mettre dans le même bain le Royaume-Uni. Est-ce que, par exemple, le Royaume-Uni a un rôle à jouer dans cette zone, et si oui, lequel? On voit que ça va soulever un certain nombre de questions. Alors, selon vous, l'Europe et les partenaires européens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et puis comment ils doivent se positionner dans cette zone? Oui, vas-y. Alors, du coup, déjà, je voudrais rebondir sur l'aspect britannique. Il est assez ambigu aujourd'hui parce qu'on remarque du coup ce qui s'est passé avec la crise des sous-marins. Il y a presque une rivalité où en fait les Britanniques se sont plutôt rangés dans un camp, on va dire, américain, australien, et dans une politique tout à fait différente à celle de la France, qui prouve aussi une certaine rupture, même au sein des pays européens. D'un point de vue plutôt du reste de l'Europe et de l'Union européenne, on voit qu'il y a un rôle de soutien, un rôle économique qui peut être administré. La France a un rôle majeur dans le secteur, comme vous le dites, parce qu'on a aussi des ZEE et des territoires qui sont directement influencés par les politiques et par les décisions des différents États dans la zone. Toutefois, les États européens, ils ont une place majeure aussi parce que l'Union européenne peut apporter un soutien, je dirais, même diplomatique ou, comment dire, peut-être pas militaire, mais en tout cas, apporter quelque chose de plus, surtout pour la France ou pour même son retentissement au niveau du coup, de l'économie, en pouvant se développer dans ce secteur et aussi en permettant d'éviter d'être trop influencé par certains États ou trop dépendant de certaines politiques de certains États. Néanmoins, on voit qu'il y a des limites où les États européens ne peuvent pas agir dans cette zone de par un manque de territoire ou de par un manque d'influence, soit dû à un manque de moyens militaires, politiques ou même stratégiques, mais ils ont un rôle majeur quand même dans s'ils s'unissent et si ils travaillent ensemble. Je verrais plutôt cette union qu'un seul État européen intervient tout seul dans cette zone. Oui, c'est ça. En fait, l'Europe, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est une union avant tout. Il n'y a pas vraiment de dissonance au sein de l'Union européenne. Toutefois, il y a quand même des idées qui ne sont pas les mêmes. Notamment, bon, on l'a dit précédemment, mais la France a au-delà des intérêts économiques, des intérêts environnementaux, avec des populations, des ZEE, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, l'Allemagne la soutient, mais l'Allemagne a aussi remis au centre de ses priorités l'économie et le commerce dans la zone plutôt que les autres priorités qu'a la France. Et le fait est, c'est tout simplement que l'Allemagne n'a pas de territoire affilié en Indo-Pacifique, d'où le fait d'avoir cette dissonance à ce niveau-là. Pour le Royaume-Uni, c'est complètement ça. Comme on l'a dit précédemment, c'est le retour à une anglosphère, à un rattachement en fait purement culturel, stratégique aussi, mais quand même culturel aussi, de vraiment déjà quitter l'Union européenne, de rejoindre AUKUS, et en plus vraiment d'avoir une rupture de politique étrangère, de défense, de sécurité et des priorités qu'elle a pu avoir précédemment, ou en tout cas qu'elle a pu développer et mettre en avant. Sur le reste des pays européens, il y a aussi, tous les pays européens n'en font pas partie, mais il y a également la question de l'OTAN qui est remise au centre des priorités, car justement avec le Quad, on en parlait, ou encore AUKUS, la question de l'OTAN est bien débattue en ce moment. Et c'est vrai qu'il faudra une union dans la zone, en tout cas pour nous soutenir économiquement, mais c'est vrai que le côté militaire, c'est là où ça peut pêcher, je pense, un petit peu sur la coordination de l'Union et des priorités de l'Union. Alors, pour aller dans le sens de ce que vous dites, on constate effectivement entre les différents partenaires européens une asymétrie dans les intérêts dans la région. La France est le seul pays à ce point impliqué dans la zone, ou en tout cas disposant de territoires et de populations vivant dans la zone, justifiant bien évidemment un intérêt majeur et je dirais multidimensionnel. L'Allemagne, par exemple, n'a pas de territoire dans la zone, l'Italie n'a pas de territoire dans la zone, l'Espagne n'a pas de territoire dans la zone. Il n'y a que la France qui est véritablement représentée physiquement dans cet espace Indo-Pacifique. Asymétrie de moyens, évident. Et sur ce point, là aussi,
on ne va pas se mentir, il y a un décalage très fort entre les moyens, notamment stratégiques, français et ceux de nos partenaires européens. La France est aujourd'hui le seul pays de l'Union européenne disposant d'une capacité non seulement de projection, mais aussi de présence dans la zone. Alors, elle est certes très largement insuffisante, en tout cas quand on la compare avec l'implication d'autres puissances dans la zone, les États-Unis ou même un certain nombre de pays asiatiques, et notamment désormais la Chine. Mais en comparaison avec nos partenaires européens, il y a un décalage qui est abyssal. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que la France est le seul pays de l'Union européenne, encore une fois, on exclut cette fois le Royaume-Uni, puisque ça y est, ils n'en font plus partie, c'est le seul pays de l'Union européenne aujourd'hui capable de participer à des exercices conjoints maritimes avec différents pays de la région. L'Australie, on va y revenir, parce qu'on va parler évidemment d'AUKUS, puis de ces revirements récents. Donc l'Australie fait partie de ces partenaires avec lesquels la France effectue de manière régulière un certain nombre d'exercices maritimes. L'Inde, le Japon, les États-Unis, bien sûr, aussi dans la zone, pas que dans la zone, comme chacun sait, et puis un certain nombre d'autres acteurs locaux. La France, par exemple, va de plus en plus participer à des exercices conjoints avec des pays de l'ASEAN. L'Indonésie, en particulier, il ne vous a d'ailleurs peut-être pas échappé qu'à l'occasion du récent sommet du G20 en Écosse, Emmanuel Macron s'est longuement entretenu avec deux dirigeants. Et j'ai d'ailleurs trouvé que la couverture médiatique a peut-être été un petit peu insuffisante parce qu'il s'agit là d'événements importants. Le premier, c'est le Premier ministre indien, Narendra Modi, donc partenaire important de la France sur les questions stratégiques dans cet espace Indo-Pacifique. Et le deuxième, de manière plus intéressante, je pense encore, est le président indonésien, Joko Widodo. Et d'ailleurs, l'Indonésie a annoncé hier ou aujourd'hui l'acquisition de plusieurs Airbus A400 pour ses forces armées. J'ai envie de dire comme par hasard. Donc, il y a un rapprochement ou une convergence, visiblement, entre la France et l'Indonésie sur la désignation de cet espace et sur la nécessité de coopérer davantage. Et cette coopération, elle se retrouve dans des exercices conjoints, dans un partenariat qui s'établit et qui est de plus en plus fort. Et puis, l'acteur peut-être le plus intégré avec la France, celui avec lequel nous avons tissé l'échange le plus abouti au cours de ces dernières années, et là aussi ça remonte à la présidence de François Hollande, c'est le Japon. Il faut savoir que nous avons depuis maintenant 7 ou 8 ans ce que l'on appelle un dialogue 2+2 avec le Japon. C'est-à-dire que chaque année, hors Covid bien évidemment, vont se rencontrer soit à Paris, soit à Tokyo, les deux ministres des Affaires étrangères et de la Défense ou des Armées, dans le cas de Florence Parly actuellement. Et donc, on a ce dialogue permanent sur les questions de politique étrangère, mais aussi sur les questions stratégiques entre les deux pays. Et donc, il y a un approfondissement de cette relation et donc des partenariats que les autres partenaires européens n'ont pas. Donc, une asymétrie de moyens et d'engagement dans la zone qui est une évidence. Cependant, l'asymétrie, si on parle des questions économiques, là, elle existe aussi, mais au bénéfice d'autres acteurs, et notamment l'Allemagne. Et c'est ce qui explique effectivement que quand l'Allemagne parle d'Indo-Pacifique, on ne parle pas tout à fait de la même chose que l'Indo-Pacifique français. Parce que la question de l'intégration des territoires et des populations sur place, ça ne parle pas aux décideurs allemands, et encore moins aux contribuables allemands. En revanche, la question des échanges économiques et commerciaux, l'Allemagne étant le principal acteur européen dans ce domaine, y compris dans cette zone, c'est évidemment un enjeu important pour Berlin. Donc, on va définir un autre objectif. Et puis, on va revenir sur le Royaume-Uni et sur AUKUS notamment. Là, on n'est plus dans une volonté de mettre en avant ce fameux Global Britain, ce slogan qui est celui de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, à savoir d'essayer tout simplement de trouver des stratégies alternatives au Brexit et donc à la sortie de l'Union européenne. Juste pour compléter aussi sur l'Union européenne, il faut rappeler quand même que la France prend la présidence de l'Union en 2022 et je pense qu'à l'horizon 2022, on aura plus de réponses sur une cohésion effective ou non de l'Union et comment la France va gérer cette présidence et les actions menées en Indo-Pacifique. Est-ce que les autres partenaires la suivront? Est-ce qu'ils auront
un changement. Il n'y aura jamais de changement de moyens, mais en tout cas de changement de dynamique et de politique. Je pense que ça peut être très intéressant aussi à suivre à l'horizon 2022. Maintenant, on va peut-être passer à AUKUS et peut-être ce qui vous intéresse aussi, c'est la crise des sous-marins. Enfin, en tout cas, on peut y revenir brièvement. Mais qu'est-ce qui a motivé voilà, l'Australie de nous faire un peu, enfin, complètement même un pied de nez au profit des États-Unis? Au-delà de l'aspect technique des sous-marins qui sont nucléaires, qui est quand même un enjeu assez important, ce qui est notable, c'est que je pense que l'Australie s'inscrit dans l'idée du Quad, qui a ressurgi donc avec Joe Biden, on en a parlé tout à l'heure, et du coup, à ce titre, a dû faire un choix. En gros, soit je choisis la France, qui est un acteur dans l'espace Indo-Pacifique, important mais isolé, entre guillemets, ou alors je choisis ceux avec qui j'ai une affinité culturelle qui plus est. Et sur un point important dans ce que vous avez évoqué, parce qu'on va revenir sur l'anglosphère, etc., sur l'affinité culturelle qui va effectivement unir l'Australie avec d'autres pays. Mais avant cela, un point beaucoup plus technique, parce que vous avez évoqué le choix donc australien qui va être déterminé aussi ou en partie par le fait que les sous-marins français étaient au diesel, alors que les sous-marins américains sont des sous-marins nucléaires. Alors, quelle est la réelle plus-value? Pourquoi est-ce que c'est mieux, en fait, des sous-marins nucléaires? Ça, c'est une question que je vous pose à deux, parce qu'on peut dire, voilà, c'est mieux. Mais pourquoi c'est mieux? Il me semble que les sous-marins nucléaires, on n'a pas besoin de, comment dire, les ravitailler. Et du coup, on est à une portée, du temps qu'on ne décide pas de s'arrêter, on peut continuer à voguer. Et en plus, on est indétectable aussi. Donc c'est des... Est-ce que parmi les autres qui souhaitaient s'exprimer, c'était à peu près le même commentaire? Oui, vas-y. Au niveau des sous-marins nucléaires d'attaque, donc des SNA, c'est pas qu'il n'y a pas besoin de se ravitailler, mais le besoin de se ravitailler est beaucoup moindre parce que notamment au niveau de la batterie, quand on utilise des sous-marins diesel, on a besoin en fait de pouvoir justement aller rechercher ce diesel, alors que dans le cas d'un sous-marin nucléaire, on a besoin seulement d'arrêts techniques majeurs. Enfin, tout dépend aussi du type. Par exemple, en France, on a des sous-marins nucléaires qui fonctionnent avec de l'uranium très peu enrichi. Donc, on a besoin de plus d'arrêts techniques, alors que dans le cadre de sous-marins nucléaires américains, eh bien, c'est l'uranium qui est hautement enrichi et donc il y a besoin de moins d'arrêts techniques. Mais c'est aussi la même chose pour la détection. Rien n'est indétectable. Et donc, finalement, c'est moins détectable parce qu'au niveau de la propulsion, tout ce qui est AIP, on est finalement assez similaire entre un sous-marin diesel et un sous-marin nucléaire, même si le sous-marin diesel, étant donné qu'il produit certaines bulles, il me semble, eh bien, il est quand même plus détectable. Après, ça reste des questions techniques et finalement, le principal atout dans cette histoire, c'est des questions stratégiques. Et on l'a bien vu, finalement, qu'ils achètent un sous-marin britannique, américain ou français. Le but avant tout d'avoir un allié puissant, en l'occurrence les États-Unis, qui peuvent intervenir à leur niveau pour pouvoir se confronter, mais essayer de tenir la dragée haute à la Chine et dans le cadre de l'Australie, essayer d'éviter de se faire submerger, comme c'est un peu le cas pour certains de leurs ports. Oui, c'est ça. En fait, les sous-marins nucléaires d'attaque n'ont pas besoin de revenir à la surface en fait, pour se ravitailler. Donc, comme tu disais, ils sont indétectables. Et aussi, il y avait une question qui se posait sur le TNP, donc traité de non-prolifération des armes nucléaires, dont en fait, les États-Unis étaient accusés de fournir une arme nucléaire à l'Australie. Mais en fait, il se trouve que la propulsion nucléaire et la base en fait, d'uranium, enfin, l'uranium, n'est pas une arme nucléaire. Donc, en fait, pour remettre ça au centre du débat, c'est que ce n'est pas la prolifération de l'arme nucléaire. Alors, c'est effectivement un point que j'ai trouvé très intéressant dans vos réponses à tous les trois. C'est qu'en fait, et j'imagine que que les uns et les autres, vous avez finalement le même regard sur ce choix d'un point de vue technique. Et je trouve ça réconfortant parce que quelque part, c'est que l'information a été plutôt bien diffusée. C'est qu'effectivement, il s'agit de sous-marins à propulsion nucléaire. Ce ne sont pas des sous-marins nucléaires au sens d'un mauvais scénario de James Bond où vous avez des ogives nucléaires qui peuvent être balancées à droite et à gauche. Donc, on n'est pas dans l'acquisition par l'Australie d'armes nucléaires. On est bien d'accord là-dessus. Effectivement, pas de problème au regard du TNP, des risques de prolifération, etc., etc. Donc après, évidemment, on peut discuter et on peut d'ailleurs être en désaccord avec l'idée selon laquelle il s'agit d'un bon choix d'un point de vue technique, parce que certes,
l'autonomie de ces sous-marins va être renforcée. C'est l'argument d'ailleurs qui va être mis en avant par l'Australie, ce qui va notamment permettre, alors pas nécessairement de faire des missions plus longues, parce que oui, ça peut être potentiellement utile, mais surtout de faire des missions plus loin. C'est ça l'idée. Ce qui veut dire que ça signifie tout simplement que l'Australie est en train d'étendre un petit peu sa stratégie maritime et a la vocation à se projeter un petit peu plus loin de ses côtes. Alors qu'au départ, le choix des sous-marins diesel français répondait davantage à une logique de protection de son environnement stratégique et donc de la proximité, je dirais, de l'espace australien. Donc il y a un glissement de ce point de vue au profit donc d'une stratégie de projection davantage des forces, sans doute effectivement en réponse à ce qui est perçu comme une montée en puissance chinoise avec un certain nombre de questionnements quant aux intentions qui seraient celles de la Chine. Voilà. L'Australie, clairement, se positionne sur ce point. Cependant, pour rester dans les détails techniques, il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, le fait que la livraison des sous-marins est retardée. Avec le contrat français qui date maintenant de quelques années, eh bien, on se projetait vers une livraison, je crois, aux alentours de 2030. On va dire qu'il y a toujours un petit retard, etc., mais c'est grosso modo l'échéancier qui était fixé pour les premiers sous-marins livrés par Naval Group à l'Australie. À partir du moment où on change le contrat avec donc d'autres prestataires, ça va repousser cet échéancier et on estime que l'Australie ne recevra pas ses premiers sous-marins avant 2038, voire 2040. Donc, grosso modo, une dizaine d'années plus tard. Alors, ça paraît anodin, mais que fait l'Australie entre-temps? Parce qu'il se trouve que l'objectif de cette acquisition était de remplacer une flotte de sous-marins vieillissante et donc de pouvoir tout simplement rester opérationnel et puis surtout être en mesure, encore une fois, de défendre les côtes et les intérêts de l'Australie. Donc là, il y a un vide qui est apparent. Et d'ailleurs, le gouvernement australien s'est manifesté sur cette question parce qu'il a été mobilisé sur cette question. Il y a eu, il faut le savoir quand même, de vives critiques en Australie concernant le choix du gouvernement de Scott Morrison, l'actuel Premier ministre, y compris des critiques exprimées par d'anciens dirigeants australiens. Vous avez peut-être vu les uns et les autres dans le quotidien Le Monde une tribune signée de Kevin Rudd, qui est lui-même ancien Premier ministre australien, et qui critique avec force, dans un quotidien étranger, en l'occurrence français, le choix de son successeur. Donc on voit quand même que ça agite un petit peu la scène politique, et puis la société australienne, dans sa majorité, n'est pas tout à fait satisfaite de ce choix, pour une raison d'ailleurs très simple, et j'y reviens dans un instant. L'Australie n'est pas un État nucléaire, y compris au niveau civil. Il n'y a pas d'armes nucléaires en Australie, ça on le sait, mais il n'y a pas non plus d'activité dans le domaine du nucléaire civil. Et donc, c'est un tournant, d'une certaine manière, pour l'Australie, que l'on constate ici. Ce n'est pas de la prolifération d'armes nucléaires, mais c'est une nucléarisation de l'Australie. Et c'est d'ailleurs le deuxième problème, parce qu'il y a ce problème de délai, et donc, oui, on y répond côté australien, on se dit, c'est pas grave, on va louer des sous-marins en attendant. Mais on les loue à qui, les sous-marins? Là, on y répond, on dit, on va les louer aux Américains ou aux Britanniques. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'on va pratiquer un espèce de système de vase communicant. C'est-à-dire que pendant une période de X années, il n'y aura pas plus de sous-marins mobilisés pour contrer une éventuelle montée en puissance chinoise. Ce seront les mêmes navires, mais qui changeront simplement de pavillon. Donc, le gain, il est assez nul. Alors que si on était resté sur le contrat français, il y avait une augmentation de la flotte mobilisable dans le cas éventuel d'une compétition de puissance avec la Chine. Vous voyez que ça, déjà, ça se discute. Et puis, sur la question du nucléaire en tant que tel, parce que certes, il y a ce choix uranium plus ou moins enrichi, etc., mais je rappelle que l'Australie ne produit pas d'énergie nucléaire. Et donc, l'Australie va devoir s'approvisionner pour pouvoir faire fonctionner ses sous-marins. Comme l'Australie n'a pas l'intention de se lancer dans une politique nucléaire et donc de construire des centrales nucléaires, alors ça peut changer, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, eh bien, il va falloir aller le chercher ailleurs, et en l'occurrence aux États-Unis. Ce faisant,
l'Australie se met dans une position de dépendance vis-à-vis de son partenaire américain. C'est donc un choix qui est lourd de sens, hein, et qui, là aussi, évidemment, suscite de très vives critiques dans la société australienne et sur la scène politique australienne, hein. Donc, vous voyez, c'est des détails techniques qui sont quand même importants de ce point de vue, et la question du nucléaire mérite d'être mentionnée pour ces différentes raisons. Je voulais juste rebondir sur la question du nucléaire et notamment sur les conséquences que ça engendrerait dans la région très proche de l'Australie, à savoir notamment avec la Nouvelle-Zélande. Car il faut savoir que la Nouvelle-Zélande en fait interdit le passage de sous-marins nucléaires d'attaque, ou en tout cas de sous-marins dotés de propulsion nucléaire ou de sous-marins donc SNLE dans sa zone. Donc ça pose aussi question sur l'autorisation de passage des nouveaux sous-marins. C'est un sous-marin, donc même si on interdit le passage d'un sous-marin nucléaire, à propulsion nucléaire, tant qu'on ne le détecte pas vu, pas pris. Non, Alors, parce que attention, la Nouvelle-Zélande est un allié. Enfin, elle l'interdit officiellement, mais effectivement, elle peut ne pas le détecter. Attention, si on apprend en Nouvelle-Zélande qu'un sous-marin d'un pays allié et ami comme l'Australie est passé dans ses eaux territoriales, notamment sans avoir l'autorisation préalable, et puis en violation en plus de ce principe qui est celui de Nouvelle-Zélande, la crise est là très grave entre les deux pays, hein. Déjà, les tensions sont très palpables aujourd'hui. Le gouvernement néo-zélandais s'est montré d'ailleurs beaucoup plus ferme vis-à-vis du choix de l'Australie que la France, par exemple. Donc, c'est quand même une question qui est très sensible en Nouvelle-Zélande. Donc, certes, on peut se dire, bon, bah, c'est pas grave, ils ne vont pas nous voir de toute façon, mais il suffit qu'on les voit pour que là, la crise, elle soit totale. Donc, vous voyez, le risque est quand même énorme, hein, il ne faut pas le sous-estimer. Et je pense que se fâcher avec un voisin aussi proche, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, je pense que l'Australie ne tentera pas de faire ça. Non, mais voilà, c'était simplement le fait que c'est un sous-marin. Le but, c'est quand même qu'on évite trop de le repérer. Et que si qu'un pays interdise un truc quasiment invisible de passer, c'était peut-être un peu... Oui. Après, sachant que le nouvel accord et sachant que la Nouvelle-Zélande est au courant maintenant que l'Australie se dote de tels engins, je pense que la sécurité sera triplée, voire, on va dire, vraiment décuplée sur ce sujet-là. Pour conclure, peut-être on peut se poser la question du soutien malgré tout de l'Australie à la France dans les élections récentes, qui vont arriver prochainement, de la Nouvelle-Calédonie le 12 décembre. Est-ce que vous pensez que l'Australie continuera de soutenir la France dans cette dynamique, et notamment pour éviter que la Nouvelle-Calédonie tombe dans le giron chinois avec toutes les conséquences que ça entraîne, ou est-ce qu'elle laissera faire de son âme et conscience la Nouvelle-Calédonie sans intervenir, ou est-ce qu'elle espère avoir un poids, ou est-ce qu'elle fera en sorte d'avoir un poids? Oui. Je pense que ça serait catastrophique pour l'Australie que la Nouvelle-Calédonie tombe dans le giron de la Chine, parce que là, c'est vraiment un secteur maritime qui sera très, très proche de ses côtes. Et le fait que, même si là, il y a une tension entre la France et l'Australie, il reste quand même dans le fond allié avec des intérêts, même si certains ne sont pas communs, il y a quand même des intérêts qui sont proches, il y a des idées qui sont communes, on le voit, parce qu'il y a quand même une volonté des gouvernements et même des ministres de la Défense de ne pas rester dans cette tension, et que la présence française proche des côtes australiennes est importante, parce que c'est quand même une puissance maritime qui est importante, qui a de l'influence même auprès des États asiatiques, mais aussi des États-Unis ou de l'Angleterre. Et le fait que la Nouvelle-Calédonie puisse tomber dans les mains chinoises, ce serait la fin en tout cas, un gros échec, même pour les États-Unis ou l'Angleterre ou l'Australie dans cette zone, parce que pour les démocraties du monde en général. Ça changerait pas mal de choses du fait que là, la Chine vient vraiment s'implanter dans un secteur, vient vraiment s'étendre dans tout le secteur vraiment Indo-Pacifique, en tout cas dans une zone très particulière. Ça. Et alors, du coup, est-ce que la décision australienne et puis AUKUS, ce n'est pas justement une connerie, si je peux me permettre? Parce que ça fragilise un petit peu la place de la France dans la région, et donc notamment le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre cette réalité objective que vous avez très bien décrite, savoir qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Australie de voir la Nouvelle-Calédonie accéder à une indépendance qui se traduirait par une très forte dépendance à la Chine, donc tomber dans le giron chinois, comme on va dire, même si l'image est un peu caricaturale quand même, hein, on n'est pas
on n'est pas en 1914 non plus, et puis dans le même temps, donc, cette décision, cette trahison, ce coup de Trafalgar, comme il a même été évoqué par Jean-Yves Le Drian vis-à-vis de la France, donc de son principal partenaire dans la région, à un moment précisément où est en train de se préparer ce troisième référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, ce décalage, il est quand même assez surprenant, hein. Il a d'ailleurs été très largement commenté en Australie et très fortement critiqué par des opposants politiques, je l'ai dit, mais aussi par des grands experts australiens de l'espace maritime en Asie du Sud-Est et dans l'océan Pacifique, notamment Hugh White, hein, qui est un des principaux stratèges australiens sur ces questions, qui ne décolère pas depuis le mois de septembre et qui dit mais on a fait une connerie. Hein. Au-delà du fait qu'on a été irrespectueux vis-à-vis de notre partenaire qu'est la France, on fait un choix stratégique qui s'avère catastrophique parce que ça peut potentiellement accélérer le positionnement chinois dans la zone et donc desservir les intérêts stratégiques de l'Australie. Vous voyez, il est intéressant de voir qu'on en parle beaucoup, hein, en Australie de ce phénomène. Vous avez levé la main. Si je peux ajouter une seule chose par rapport au référendum de la Nouvelle-Calédonie, si la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance, il n'y aura pas que la Chine qui profitera de cette indépendance. La France restera un allié fort de la Nouvelle-Calédonie. L'Australie aura un consulat, une ambassade. Et le Japon a annoncé récemment aussi que si la Nouvelle-Calédonie accédait à l'indépendance, un consulat allait être installé. Donc, oui, c'est un peu caricatural de dire que la Chine prendrait sous influence la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est tout. Après, la Chine, je pense qu'elle a aussi de meilleurs moyens, en tout cas des moyens plus agressifs de s'imposer en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça peut-être qui fera pencher la balance en sa faveur plutôt qu'au profit du Japon, des autres pays de la zone.